Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elle s'appelle l'Astrolabe et la Zélée. Ce sont les deux corvettes que mène le navigateur français Jules Dumont d'Urville. On est à la fin du mois de janvier 1840 et nos deux corvettes approchent du cercle polaire. Il y a un beau soleil, malgré l'air qui devient très frais. Il faut vous dire que la veille encore, des rafales de neige brouillaient la vue. On était dans une purée de pois et d'un seul coup, tout s'est éclairci. Les nuées maintenant sont des nuées d'oiseaux, des oiseaux marins, des pétrels blancs et gris qui ont l'air d'escorter les bateaux au milieu des montagnes de glace. Dans son compte-rendu, voici ce qu'écrit Jules Dumont d'Urville. C'est pratique d'avoir ce genre de document parce que ça nous plonge au cœur même de l'événement. Nos navires semblaient ensevelis sous ces resplendissantes murailles de 100 à 150 pieds de hauteur verticale dont la masse énorme semblait prête à nous anéantir. Puis, le canal s'ouvrant tout à coup, nous passions subitement dans des bassins plus spacieux, environnés de glace aux formes bizarres et fantastiques, qui présentaient le spectacle le plus merveilleux et rappelaient involontairement ces palais de cristal et de diamants, jadis si communs dans les contes de fées. On peut imaginer l'émerveillement, bien sûr, des hommes face à ces immensités vierges. Et non seulement leur émerveillement, mais leur joie enfantine, par exemple, quand ils s'amusent à répondre aux cris des manchots. Dumont d'Urville décrira longuement et avec une forme de fascination le soleil qui projette ses rayons obliques, je le cite, ses rayons obliques sur les immenses parois de glace, les effets d'ombre et de lumière magiques et saisissants. Mais le commandant et ses hommes, pour autant, ne vont pas perdre de vue leur mission, le défi que leur a lancé le roi Louis-Philippe en personne, faire flotter un drapeau français en Antarctique. L'Antarctique, à l'époque, c'est le continent mystérieux par excellence, le continent jamais approché par un Français. Alors, le cœur battant, on se hisse sur les mâts, on saisit des longues vues et on scrute le paysage à la recherche d'une rive, d'une côte, de quelque chose de terrestre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut peut-être que je vous le présente, ce Jules Dumont d'Urville qui ambitionne d'être le premier Français à explorer l'Antarctique. À l'époque, donc en 1840, c'est déjà un marin aguerri, il a 50 ans, il est né en 1790, en Normandie, à Condé-sur-Noireau. À peine était-il sorti de l'adolescence qu'il est entré dans la marine et au fil des années, il a su se forger une réputation de bon marin. C'est par ailleurs un homme cultivé, comme l'étaient d'ailleurs tous les gens importants de cette époque. Il s'est intéressé de près à toutes sortes de langues étrangères, à la botanique. C'est un savant ethnologue, pour autant qu'on puisse l'être à l'époque. En 1820, lors d'un voyage en Méditerranée, il s'est distingué une première fois puisqu'il a fait partie des témoins de la découverte de la célèbre Vénus de Milo, qui avait été tout juste exhumée d'un champ par un paysan. Avec d'autres, il a contribué à l'acquisition par la France de la Vénus de Milo. Il a assis par la suite sa notoriété grâce à 2 grandes expéditions et la deuxième dans le Pacifique a été particulièrement remarquée. Il a reconstitué dans les îles Salomon et grâce aux indications d'un capitaine anglais le déroulé du naufrage de la Pérouse. Vous savez que la Pérouse avait disparu en 1788, juste à la veille de la Révolution. On ne savait pas ce qu'était devenue cette expédition. Eh bien, Dumont d'Urville est allé sur les traces de la Pérouse. Alors, au cours de ses missions, il a aussi marqué les esprits par un tempérament peut-être un petit peu trop sûr de lui. C'est un homme charismatique, mais aussi peut-être un peu hautain. On en a fait un portrait, c'est le peintre Jérôme Cartellier qui a fait ce portrait après sa mort et qu'il représente en navigateur, bien entendu, avec cette chevelure claire, dans son uniforme. Il est appuyé sur une carte marine, il a les lèvres serrées et surtout, il domine la composition par un regard particulièrement déterminé. À la fin des années 1830, alors qu'il approche de la cinquantaine, il a donc déjà toute cette belle carrière derrière lui. Il aurait pu s'en tenir là. Son épouse, d'ailleurs, qui s'appelle Adèle, aurait espéré qu'il se retire de la marine. Il a déjà trop enduré de tourments à ses yeux. La solitude des femmes de marins, vous savez ce que c'est. Et pourtant, rien ne va pouvoir s'opposer à l'appétit de Dumont d'Urville pour la découverte, à cet orgueil aussi qui le caractérise, lui, toujours en quête de nouvelles limites. En 1837, il écrit au ministre de la Marine pour plaider en faveur d'une nouvelle expédition au bout du monde, une longue traversée du Pacifique. Et cette idée
si je puis dire, est dans l'air du temps. Et d'ailleurs, elle va séduire le roi Louis-Philippe. 1837, on est au moment de l'apogée du règne de Louis-Philippe, c'est l'époque de l'inauguration des galeries de Versailles, etc. Louis-Philippe a l'intention maintenant de laisser un nom dans l'histoire. Je cite Étienne Taimit dans Marin français à la découverte du monde, je le cite. De Jacques Cartier à Dumont d'Urville. Dumont d'Urville fut reçu par le roi le 29 mai et Louis-Philippe lui exprima son désir que ce soit à la France et à son règne qu'appartienne la gloire d'approcher le plus près possible du pôle antarctique. C'est donc bien une mission que confie le roi à Dumont d'Urville. Je cite encore Étienne Taimit. Une prime fut promise à l'équipage si l'on atteignait 75 degrés de latitude sud, avec augmentation pour chaque degré franchi au-delà de ce parallèle. Le roi ajouta même, dans le cas où on atteindrait le pôle, oh, alors tout ce qu'on demandera pour ces marins. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Et trouver d'abord ces hommes téméraires. La plupart des anciens compagnons de Dumont d'Urville en ont assez fait, ils déclinent l'offre. La tâche peut paraître d'autant plus ardue que le projet déclenche à l'époque une polémique. Il faut savoir que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences a dénoncé officiellement un voyage qu'il considère dangereux et inutile. Qu'importe, le navigateur réunit des troupes, des marins motivés par l'aventure, il va en trouver, hein. Quand je dis des marins, il y a aussi des médecins, des naturalistes, des cartographes, bref, tout ce monde prêt à vivre une traversée unique, fabuleuse à bien des égards, mais aussi semée de drames, semée de périls. Il faut être bien conscient que beaucoup ne reviendront même pas. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Regardez-la, Madame Dumont d'Urville, Adèle pour les intimes. En ce 7 septembre 1837, elle a le cœur serré. Elle s'est résolue, la pauvre femme, à rendre son époux à la mer, que voulez-vous. Au large de Toulon, l'horizon engloutit maintenant l'astrolabe et la zélée. Ça risque de durer plusieurs années. Ils ont fière allure, les navires, hein. Les coques ont été renforcées, les proues ont été surmontées d'éperons de bronze destinés à se frayer un chemin dans les éventuelles glaces qu'on ne manquera pas de rencontrer. Puis on a chargé les cales avec des vivres, du vin, de quoi tenir longtemps. Il y a aussi des piles de livres, il y a du matériel scientifique. Bref, ce sont presque des villages flottants qui s'en vont comme ça et qui s'éloignent de la Côte d'Azur pour partir vers les grands et vastes horizons. 3 mois après le départ, la vigie aperçoit le détroit de Magellan déjà. Les hommes de Dumont d'Urville partent avec un petit peu d'anxiété à la rencontre des Patagons. Ces hommes longtemps décrits par les récits de voyage comme d'inquiétants géants. Alors évidemment, assez vite le mythe s'émousse, hein. Les Patagons sont tout à fait normaux, de taille, et ils sont cordiaux par ailleurs. Après un mois d'escale, les marins qui ont été parfaitement rassurés vont reprendre la mer et c'est la terre de feu désormais qui s'éloigne. Mais d'habitude, on ne va pas plus bas, vous comprenez bien. Et là, eh bien là, on va progresser vers le Grand Sud. Et bientôt, l'océan se hérisse de blocs de glace qui vont finir par emprisonner les coques. Ça paraît quasiment normal aujourd'hui. On a vu de nombreuses images de tout ça. Imaginez l'état d'esprit des équipages qui, à l'époque, affrontent l'inconnu. Le dessinateur de l'expédition, il s'appelle Goupil, et qui d'ailleurs va mourir au cours du voyage, montre les fragiles embarcations aux prises avec ces étendues de glace immenses, infinies. Il y a des jours entiers d'angoisse avant la délivrance. Je cite encore Étienne Taimit. Les équipages réussirent avec des pinces, des pioches, des leviers à dégager les 2 bâtiments pris dans les glaces, mais une partie du doublage de la coque avait été arrachée. Le temps était détestable. Les bateaux couverts de neige et de glace prenaient un aspect tout particulier qui avait quelque chose de sombre et de funèbre. On eût dit qu'ils avaient déjà revêtu le deuil de leur propre destruction. Alors, il y a eu ce piège des glaces qui, dans un premier temps, donc, a été déjoué. Dumont d'Urville doit se rendre à l'évidence, hein. Les bateaux ont été touchés, sont abîmés. Les hommes sont complètement épuisés, surtout, ils sont très angoissés. Et puis, il y a le scorbut qui s'est invité à la partie. Il va falloir renoncer. On ne peut pas descendre plus au sud pour le moment. Alors, on découvre quand même quelques terres qui vont être nommées Louis-Philippe, Joinville et l'île de Rosamel.
On va ensuite remonter pour aller faire une pause salvatrice au Chili. Et pour autant, Dumont d'Urville n'a pas tout à fait cédé. Il s'est fait une promesse, car bientôt, se dit-il, ces murailles de glace, ces murailles qui ont eu raison de sa première tentative, il les franchira. Pour l'instant, après plus d'un mois de relâche, il lance sa traversée du Pacifique. Alors bon, là, c'est plus riant, bien sûr, les Marquises, Tahiti, les Fidji, ou encore les îles Salomon, partout, Dumont d'Urville et les scientifiques cartographient, étudient des plantes exotiques, dissèquent des animaux. C'est une expédition scientifique, bien entendu, hein. On va jusqu'à examiner les fossiles, on dessine toutes les plantes possibles et imaginables, on immortalise les découvertes qui viennent d'être faites. L'expédition, disons-le, foisonne aussi d'aventures. Sur les îles Viti, on enquête pour venger la mort d'un navigateur français tué par un puissant local retranché dans son fort. Le temps d'une escale à Vanikoro, on rénove le monument élevé en l'honneur de la Pérouse. Je vous parlais de cette première expédition de découverte. Sur les îles Carolines, l'équipage va échapper à une attaque d'hommes en pirogue. Ils vont tenter aussi, sans succès et au péril de leur vie, de renouer le dialogue avec les terribles pirates de Solo sur l'île de Java. Bref, vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses. Et après 2 ans de mer et d'aventure à un rythme effréné, les marins commencent à faiblir. La situation sanitaire à bord se dégrada du fait de l'influence du climat équatorial, nous raconte Time It. Pendant les mois d'août et de septembre, les maladies se développèrent dangereusement au point que le médecin de la zélée, le Guillou, alerta le chef de l'expédition et tenta de le persuader de gagner au plus tôt l'île Maurice. En fait, il n'en fut rien. Et le 10 octobre 1839, selon le témoignage de Roch Morel, qui est le second de l'astrolabe, nous avons appris qu'avant de rentrer en France, nous devrions profiter de l'été austral pour faire une nouvelle tentative dans les glaces. Ah oui, Dumont d'Urville n'est pas de ceux qui se laissent désarçonner au premier coup de boutoir. Et cette fois, le navigateur va tenter un nouveau départ en Antarctique depuis la Tasmanie. À bord, il y en a beaucoup qui se sentent très mal. D'abord, la dysenterie a fait des ravages. Dans le bateau, pas mal de malades vont devenir mourants et vont finir par agoniser. Et l'odeur à bord est pestilentielle. Dumont d'Urville lui-même est quand même un peu inquiet. La preuve, c'est qu'il va jusqu'à rédiger son testament quand même. Il y en a donc qui succombent, on va jeter les corps à la mer sans trop de cérémonie pour ne pas angoisser ceux qui, malades, pourraient les suivre. Et on va débarquer en Tasmanie, à Hobart. On débarque les malades. On recrute à ce moment-là de nouveaux marins qui sont en pleine santé. Et le 1er janvier 1840, vous voyez, nous y arrivons, 1er janvier 1840, voici les équipages prêts de nouveau à affronter les glaces. C'est le départ. Dumont d'Urville est d'autant plus impatient qu'il apprend que des expéditions anglaises et américaines seraient en même temps en route pour le pôle Sud. S'il ne va pas très vite, il risque de se faire coiffer au poteau. 20 jours plus tard, les corvettes sont cernées par ces montagnes de glace, par ces icebergs. C'est quand même le calme plat. Il n'y a pas un souffle de vent. La zélée, l'astrolabe font quasiment du surplace et pour tuer le temps, les hommes s'adonnent à toutes sortes de réjouissances. On fait des parades, des chants, des danses. On essaie d'occuper les gens. Vous savez, ça fait partie aussi de la bonne gestion d'un équipage de marine. Il faut donner aux esprits de quoi s'occuper. Certains mettent en scène les péripéties d'un personnage imaginaire qu'on appelle Monsieur Antarctique. Bref, les vents finissent par être un peu meilleurs, les navires prennent peu à peu de l'allure et petit à petit, au fond de la longue vue, c'est bien, comme le note Dumont d'Urville, un immense ruban de terre qui s'étend à perte de vue. Alors là, je vais citer de nouveau le journal de notre grand navigateur. J'envoyais aussitôt un de nos matelots déployer un drapeau tricolore sur ces terres qu'aucune créature humaine n'avait ni vues ni foulées avant nous. Nous vidâmes, à la gloire de la France, une bouteille du plus généreux de nos vins. Jamais vin de Bordeaux ne fut appelé à jouer un rôle plus digne. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors cette terre tout juste découverte, Dumont d'Urville choisit un nom, il faut bien la baptiser, et c'est là qu'il choisit de la nommer du prénom de sa patiente épouse, d'Adèle. Je cite Yves Jacob dans sa biographie du grand navigateur. D'Urville rassemble ses officiers et l'équipage, il leur annonce que
Je cite, « Cette terre porterait désormais le nom de terre Adélie. Cette désignation est destinée à perpétuer le souvenir de ma profonde reconnaissance pour la compagne dévouée qui a su par 3 fois consentir à une séparation longue et douloureuse pour me permettre d'accomplir mes projets d'exploration lointaine. Ces pensées seules m'avaient poussé dans la carrière maritime depuis ma plus tendre enfance. » Alors les explorations vont se poursuivre, mais elles sont de courte durée puisqu'il y a une terrible tempête de neige qui va malmener les navires et de nouveau il va falloir se résoudre à mettre le cap au nord. De toute façon on ne peut pas aller plus au sud là. L'astrolabe de Dumont d'Urville croise la route d'un navire américain à ce moment-là sans lui adresser la moindre salutation. Cette entorse au code des bonnes mœurs marines donnera quelque temps plus tard matière à une très vive polémique puisque le commandant américain va reprocher à son rival français de l'avoir ignoré, ce que Dumont d'Urville démentira bien sûr. Dumont d'Urville offusqué qu'on lui prête de si mesquines intentions. Février 1840, les navires repartent vers la Tasmanie, le retour vers la France se profile. Il est d'ailleurs grand temps, parce que si beaucoup des marins ont péri dans l'expédition, et si certains sont à bout de force, c'est aussi le cas de Dumont d'Urville, qui n'en peut plus. La route du retour est encore longue, et encore elle va réserver des surprises, alors que le voyage dure déjà depuis bientôt 3 ans maintenant. Il y a cette ultime mésaventure qui va s'abattre sur la Zélée et l'Astrolabe. C'est Yves Jacob qui raconte ça avec précision. Les voiliers viennent s'échouer contre un énorme récif. Ils vont être prisonniers et s'incliner dangereusement, menacés carrément de chavirer. Et à bord, le désespoir gagne tous ceux qui voulaient encore y croire. Et après avoir triomphé des glaces, dit-on, après avoir survécu à toutes les maladies et aux attaques de pirates, eh bien c'est là, comme ça, contre cet immense récif, que la route va prendre fin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Finalement, les marées vont jouer en faveur des marins qui, in extremis, vont parvenir à se sortir quand même de ce mauvais pas. Mais il s'en est fallu de peu. Vous savez, c'est souvent comme ça. Vous allez au bout du monde, vous faites des choses incroyables et c'est sur le chemin du retour, c'est à quelques encablures seulement du port et du Havre que vous finissez par subir mauvaise fortune. Bref, les marins peuvent rentrer en passant par Sainte-Hélène, par les Açores, par la côte espagnole et le 6 novembre, après toutes ces découvertes et toutes ces aventures, les voilà en rade de Toulon. Je cite pour la dernière fois Étienne Taimit. Certes, le bilan humain pesait lourdement, avec 25 morts. En revanche, le bilan scientifique pouvait impressionner. Rien d'étonnant donc à ce que la Société de géographie ait donné le 2 avril 1841 son prix annuel destiné à récompenser la découverte la plus importante en géographie à Monsieur Dumont d'Urville, bien entendu. Après son retour, Dumont d'Urville, qui maintenant est le contre-amiral Dumont d'Urville, va s'atteler à rédiger le récit de son expédition. Ce qu'il ne peut pas imaginer, c'est qu'il n'a que quelques mois seulement à vivre. Sa femme, Adèle, celle qui a donné son prénom à la terre Adélie, Adèle avait retrouvé son homme. Elle pensait qu'elle allait vivre maintenant coulée de douces années en sa compagnie. Eh bien non, figurez-vous que cet homme qui avait survécu à 3 expéditions au bout du monde, cet homme qui avait surmonté à peu près toutes les difficultés que le hasard, les circonstances et les plus hostiles des circonstances avaient mises sur sa route, cet homme-là a été victime 2 ans après son retour en France, avec Adèle et avec leur fils d'ailleurs, a été victime d'un accident de train, le tout premier accident de train de l'histoire sur la ligne Paris-Versailles, cette première catastrophe ferroviaire qui a fait pas mal de victimes, dont une très célèbre et très regrettée. Vous écoutez Radio Classique.